Alors, bonjour. Moi, je vais présenter sur l'étude québécoise qui est comme le reflet de l'étude ontarienne. Alors, ce matin, j'ai expliqué le droit en Ontario et au Québec qui détermine dans certains cas les pratiques et les vécus des gens. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de regarder l'application pour les travailleurs québécois à qui on a parlé, ainsi que les informateurs clés, pour que vous voyez à la fois illustrer notre méthodologie, dont je vous ai parlé ce matin, de coller le droit à l'expérience pour essayer de mieux comprendre l'impact, mais aussi pour pouvoir faire une comparaison avec Alain là-dessus. Et je veux souligner que ces entrevues, j'ai fait avec Camille Lantier-Riopel, qui va être ici demain, qui est l'étudiante de maîtrise qui a agi comme coordonnatrice à l'équipe pour les 2 premières années. Et cette deuxième présentation va être beaucoup axée sur 3 histoires de travailleurs-travailleuses. Et ensuite, je vais décortiquer avec le droit le sens à ce qui nous permet de mieux comprendre le vécu de ces personnes. Et j'ai juste 3 cas parce que je vais te donner le temps et tu me fais un... Moi, je vais voler les 5 minutes, je te préviens. Parce que, pour parler plus lentement pour les interprètes, quand même. Alors, moi, je suis juriste, comme je vous ai dit, et comme avocat et comme juriste, notre déformation professionnelle, c'est de recevoir uniquement les gens avec des problèmes. Les gens viennent pas nous voir lorsque ça va bien. Alors, on peut avoir une image de la CSST, de la SNEST, ça s'appelle aujourd'hui la SNEST, avant c'était la CSST au Québec, en Ontario c'est le WSIB, comme si vraiment c'était des gens avec des grandes dents puis des méchants, mais c'est sûr que nous, on entend les affaires qui vont mal. Alors, dans les entrevues, lorsqu'on recrute, on recrute à la fois à travers nos partenaires de recherche, qui sont souvent des services de soutien aux personnes qui ont des problèmes avec le système, mais on garantit aussi de recruter, comme elle en a fait avec le Kijiji, pour avoir des gens qui n'ont rien à voir avec rien, qui sont intéressés à participer à une étude parce qu'ils ont eu un accident de travail. Et la première dame dont je vais parler, c'est son cas, c'est Émilie, et c'est tous des surnoms. C'est tout dépersonnalisé, nos données ici. Et Émilie, c'est une brigadière qui travaillait à temps partiel sur appel à Montréal à aider les enfants à traverser la rue. Et elle a eu un accident de travail, s'est fait frapper par une voiture. Je vous ai expliqué ce matin que les personnes, peu importe si vous êtes à temps plein, à temps partiel, sur appel, vous avez comme protection minimale 90% du revenu minimum, 40 heures semaine. Alors, dans le cas d'Émilie, elle avait légèrement plus de revenus sur les accidents de travail que lorsqu'elle travaillait. Et c'est quelque chose qui est très décrié par le conseil du patronat, mais il y a des raisons pour ça. Disons que notre plancher, c'est ça. Alors, il y avait un droit de l'employeur de lui proposer une assignation temporaire, mais contrairement à l'Ontario, il n'y avait pas d'obligation. Puis, bon, l'employeur des brigadières, c'est des policiers. Et là, de lui donner du travail léger à classer les documents, personne n'a trouvé que c'était essentiel pour sa réadaptation. Finalement, elle a eu le temps de guérir en paix pendant 4 mois à la maison. Puis, on a fait une entrevue très courte, très agréable. Elle a aimé ça. Elle est retournée au travail sans l'heure, sans souci, sans stress et sans ni vergogne, ni amertume. C'est happy worker, happy injured worker. Alors, je voulais parler d'Émilie parce que pour nous qui sommes souvent dans les services, qui fournissent des services d'entraide, mais c'est pas ça qu'on entend. Les 2 autres cas, je vais passer un peu plus de temps là-dessus parce que dans les 2 cas, ça nous permet de voir, dans le premier cas, comment le système peut contribuer à la chronicité de l'incapacité d'une personne. Et aussi, pour illustrer ce que Mircea et Daniel avaient montré ce matin, les effets de surqualification. Et celui-là, ça me prend un peu de temps. Alors, si j'ai l'air de traîner, dis-moi de te dépêcher. Alors, dans l'histoire, je vais commencer avec l'histoire de Mehdi. Mehdi est interviewé, c'était une entrevue extrêmement, extrêmement triste. Il se berçait pendant qu'on l'interviewait. Ça a duré un bon 2 heures, notre entrevue avec lui.
Il était au moment où je l'avais interviewé avec Camille, il avait été accepté dans notre jargon québécois, c'est un article 47, quelqu'un qui était reconnu par la Commission des accidents de travail comme étant inapte à tout travail en permanence. Mais son histoire est plutôt banale au début. C'est un homme qui travaille comme manutentionnaire, c'est un immigrant qui maîtrise mal le français, qui fait du travail manuel, 40 heures par semaine au salaire minimum chez une grande multinationale à titre de manutentionnaire, en plus de 20 heures par semaine chez une autre multinationale aussi comme manutentionnaire. Il est père de famille, il a plusieurs enfants à charge et sa femme est à charge aussi. Il y a un accident banal, une entorse lombaire, il se fait mal au dos. Il dit immédiatement à son superviseur et là, il rentre à la maison parce qu'il n'est pas capable de finir son quart de travail et il arrive à la maison et il fait sa réclamation à la SNEST. Au début, la commission accepte sa réclamation et rapidement, il reçoit un téléphone pour dire « on n'accepte plus votre réclamation parce que votre superviseur ne confirme pas votre histoire ». Il s'avère, parce que dans notre méthode, on lit les jugements des gens par la suite, alors il y a une partie de l'histoire de Mehdi qui vient des jugements et non pas de son entrevue. Et on apprend que lors de l'audience, je pense 2 ans plus tard, là, le superviseur ment plus parce qu'il a menti. Il a menti à la SNEST en disant « moi, superviseur, je travaillais pas ce soir-là et donc ça se peut pas que ça soit causé de la manière qu'il a dit parce qu'il dit qu'il me l'a dit puis j'étais pas là ». Et sous serment, 2 ans plus tard, il ne se rappelle plus où il était, le superviseur. Alors, Mehdi va gagner en appel, mais plusieurs mois plus tard, je pense que c'est 18 mois plus tard ou 2 ans plus tard, et l'effet net, c'est qu'il avait tout de suite commencé à avoir de la physiothérapie au moment de son accident, et là, la physio a été retirée parce que la SNEST avait refusé sa réclamation. Alors là, il n'y a pas eu de traitement pour une longue période de temps, et une fois qu'il a gagné, ben là, on a commencé à le traiter et la SNEST avait peur qu'il y avait des problèmes sérieux de santé mentale, a recommandé d'accès aux soins de santé mentale. Et en tout et partout, on va voir que son employeur multinational va contester 10 décisions concernant ce terme, et dont son droit au psychologue. Mais lorsque je lui demande est-ce que ça a aidé la psychologue, j'ai dit d'accord, alors expliquez-moi un petit peu ça. Après 5 ans, donc en 2016, ça fait 5 ans depuis votre accident, et vous dites aujourd'hui que l'employeur a arrêté de contester. Alors cette grande multinationale conteste pendant 5 ans plutôt, et tout d'un coup, lorsqu'on déclare ce monsieur dans le début de la quarantaine inapte à tout travail, ce qui est très coûteux pour le système, là, l'employeur dit pas bout. C'est parce que le miroir qui reflète l'expérience de l'employeur expire après 5 ans. Alors, il n'y a plus d'intérêt économique à contester. Alors, ce que Mehdi nous dit, c'est ça, parce qu'il contestait toujours à chaque fois, et je vois un médecin, il me donne un traitement, et peu importe, il conteste, il envoie un autre médecin, une autre expertise à une autre, jusqu'à les 5 ans terminés. Et chez nous, contrairement à l'Ontario, la CSST ou la commission ne peut pas mettre de côté l'opinion du médecin traitant et l'employeur ne peut pas dire, écoute, on n'aime pas ce que le médecin a dit. Il faut qu'il fasse une contre-évaluation et ensuite c'est envoyé au bureau d'évaluation médicale. Alors, pour chaque contestation par l'employeur d'un certificat médical sur la date de retour au travail, un certificat médical sur le diagnostic, il y a 3 évaluations médicales qui se font. Et là, Mehdi, il continue, je lui ai demandé si ça a aidé le psychologue, il dit, ça a aidé, mais ça a été comme, c'est le problème, madame, c'est tout était comme en retard, c'est comme, et j'étais comme épuisée dans tous les côtés et à essayer de m'aider, mais c'était trop tard. Et ça, lorsqu'on parle dans la littérature sur la chronicité des lésions professionnelles, la tardivité d'accès aux soins, c'est vraiment une manifestation très claire et très explicite par ce travailleur. Il a droit, comme je vous ai dit, à 90% de son revenu net jusqu'à l'âge de 65 ans et ça va se réduire jusqu'en 68. Et là, j'ai dit, est-ce que vous êtes satisfait de l'issue de votre dossier? Puis il dit, non, je ne suis pas content. Il m'indemnise maintenant en permanence. Ça, je ne suis pas content. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est ce que je veux? Excusez-moi.
est-ce que c'est une vie? Tu restes comme ça, regarde, reste comme ça 24 heures devant la TV, est-ce que tu es content? Non. Alors souvent, les gens disent, mais on sait bien le hasard moral, le moral hazard, les travailleurs, si on les paye, ils vont vouloir rester sur les bénéfices. La raison pour laquelle on a ce programme de recherche, c'est justement parce que les travailleurs veulent travailler dans des conditions décentes et pour être aptes à le faire, d'être traités d'une manière décente. À son message, j'ai demandé à la fin, je veux que tout le monde comprenne de l'accident de travail, j'ai un traitement convenable. Peut-être 1 mois, 2 mois, je suis au travail. Maintenant, je suis à la maison et j'ai toujours peur. Maintenant, quand il fait froid, trop froid, humide, j'ai peur. Puis là, il se berce en nous contant ça. Et là, Barb a parlé ce matin de la mobilité, mais cet homme, au moment de toutes ces expertises exigées par l'employeur, et un exemple qu'il nous donne où il est convoqué par un employeur pour un examen médical pour contester un certificat, il fait moins 30 et il n'a pas le droit d'utiliser une voiture parce qu'il prend des médicaments très forts. Puis il appelle à la commission puis il dit, je peux pas, ça va me prendre 3 heures pour me rendre chez ce médecin. Dans les transports en commun, il fait moins 30. Et la commission a dit, mais si vous n'y allez pas, on va couper vos bénéfices. Alors aujourd'hui, lorsqu'on voit cette personne qui est obsédée par le froid et qui se berce, il n'était pas comme ça lorsqu'il y a eu son entorse lombaire quelques années plus tôt. Alors c'est vraiment un élément important. C'est un élément important, et ça c'est tiré de l'article qu'on avait publié en 2016 sur le rôle des médecins dans les 2 régimes québécois et ontariens. On a regardé le caractère judiciarisé de notre système au Québec. Et il y a énormément de qualité du système. Il y a énormément de qualité pour le système québécois, mais au niveau de la judiciarisation, on est beaucoup plus judiciarisé qu'en Ontario. La qualité, c'est qu'on croit le médecin traitant à moins d'avoir une remise en question de sa décision, et la vaste majorité des opinions des médecins traitants sont suivies par la SNEST. Mais quand même, si on compare les tableaux, les réclamations avec perte de temps dans les 2 provinces, vous avez les numéros dans la première ligne qui est là. Les bureaux d'évaluation médicale, ça c'est les arbitrages médicaux, si vous voulez, et il y en a 10 167 en moyenne à chaque année durant cette période. Et dites-vous, pour chaque BEM, il y a au moins 3 évaluations médicales. Alors, ça veut dire 30 000 évaluations médicales de l'individu, des individus qui ont passé par ce système dans cette année. Le nombre de nouveaux appels au Québec, 30 000 par année, ça c'est bon an, mal an à peu près ça, entre 30 et 33 000 par année, à l'équivalent de WSIAT. Alors ça, c'était la Commission des lésions professionnelles jusqu'en 2016 et aujourd'hui, c'est le Tribunal administratif du travail. Alors qu'en Ontario, là, il y a un iceberg sur la couverture du rapport annuel de WSIAT parce qu'il y a 5 000 appels. Et lorsque moi, je vais en Ontario, je trouve qu'ils sont pas si mal avec leurs 5 000 appels. Mais ceci dit, la majorité, c'est pas mon étude, mais un de mes étudiants dans son doctorat nous a montré que la majorité des 30 000 appels, c'est l'employeur qui est en appel, premièrement. Deuxièmement, que plus de la moitié est réglée en conciliation hors cours, sans surveillance par le juge de la légitimité de l'entente. Alors, j'embarque pas là-dedans. Je reviens à Mehdi maintenant. Tout ce qui m'intéresse, je veux pas que d'autres personnes subissent la même chose. C'est ça, la vie est très courte. Quand on passe le temps à courir derrière les profits, il faut regarder l'humanité. Nous sommes des humains. Avant, comme prendre un à un, à chaque décision, à chaque signature, à chaque lettre, on regarde, comme on a parlé d'un dossier, on regarde, c'est un humain que j'ai maintenant, je traite un humain, pas un dossier. Alors, en partenariat avec l'UTAM, il y a 15 ans, on a fait une étude dont le rapport s'intitulait « Traiter la réclamation ou traiter la personne ». Et Mehdi nous dit, mais c'est encore pertinent, pensez que lorsque vous brassez du papier, que vous soyez avocat du travailleur, de l'employeur, de la SNEST, ou que vous soyez un agent, c'est du monde en arrière de ça. C'est ça son message pour nous. Là, je vais parler... C'est ça qui me reste? OK. Oui. Ça compte les 5 minutes de crédit que j'ai volé à Hélène? OK. Je négocie avec mon boss ici. C'est toi le boss.
Oui, oui, je le paye aussi. Alors, Ali, parce que Ali, au niveau des droits de la personne, c'est un dossier très important à bien comprendre parce que la situation québécoise et ontarienne est très différente. Alors, l'histoire d'Ali, que je vais essayer de compter assez rapidement. C'est un travailleur surqualifié, il parle un français impeccable, il est arrivé au Canada, il est arrivé au Québec, d'un pays francophone. Il a un doctorat dans un domaine recherché par l'économie québécoise. Pour expliquer ce que Mircea a expliqué si elle a commencé ce matin, Ali a un accident de travail à titre d'agent de sécurité parce qu'il n'a jamais réussi à trouver un emploi dans son domaine. Il est surqualifié. Il tombe en bas des escaliers alors qu'il court après un voleur à l'étalage comme agent de sécurité pour une agence qui l'a placé chez un détaillant. Il a donc une blessure physique assez grave pour l'empêcher de retourner à son emploi d'agent de sécurité. Et là, il est admis en réadaptation, en service de réadaptation de la SNEST. Il a une indemnité de remplacement de revenus pendant toute cette période-là. La SNEST l'envoie à un conseiller en orientation, il y en a plusieurs dans la salle, pour essayer de voir comment on peut aider cette personne à retourner d'une manière utile sur le marché du travail. Il arrive, il travaille avec cette dame-là, et la dame, j'ai relu l'entrevue, la dame lui a trouvé un emploi dans son métier, ou proche de son métier à l'origine, de ses vraies qualifications, à la condition qu'il suive un certain nombre de mois de cours pour comprendre l'expérience québécoise de l'application de ce métier-là. Et là, il arrive voir son agent de réadaptation à la SNEST et elle dit non, on ne paye pas le cours. Et là, c'est sa première citation que je reproduis ici. Pourquoi j'ai travaillé 3 ou bien 4 mois avec une dame que vous payez, puis elle a dit prendre des cours, puis vous dites non. Pourquoi vous faites ça? Et là, il nous dit, elle a dit, écoute, nous, on est une boîte d'assurance. Une assurance d'une Mercedes, c'est pas la même qu'une assurance de Toyota. Là, Ali nous parle. Moi, je coûte pas cher au système. J'ai gagné 21 000. Ils n'ont pas à dépenser de l'argent pour moi. Mais une personne qui gagne 60 000 ou bien 70 000, elle coûte cher au système. Pour ça, on donne un cours, on donne tout. Pourquoi? Parce qu'il coûte cher au système. Donc, c'est comme si je suis une ferraille, OK, une vieille voiture qui a répondu à un appel d'urgence. Alors, l'avis juridique qui a été donné ce matin par l'équipe qui travaille sur l'immigration au Québec, c'est le discours officiel de la SNEST, c'est effectivement exactement ce que Daniel a dit. C'est que vraiment, on ne fait pas du upgrading, on va regarder combien tu faisais avant, on fait une analyse coût-bénéfice pour savoir si on fait rien du tout, combien ça va vous coûter. Et si vous allez nous coûter cher, on va faire quelque chose. Mais en appel, l'état du droit n'est pas du tout ça. Ali va en appel. Un instant, je vais juste regarder. Alors, il va en appel. Entre-temps, il développe un problème reconnu de santé mentale. On peut commencer à comprendre un petit peu pourquoi. Lui aussi est père de famille avec 3 enfants, ou plusieurs enfants en tout cas. Et là, en appel, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles il gagne. Il est toujours payé au niveau de sa lésion psychologique. Et là, il est en appel notamment pour l'accès aux cours. Puis là, il y a une négociation qui se fait en conciliation. Et pour faire une histoire courte, parce que j'ai quand même un patron, finalement, pendant qu'il est payé pour sa lésion psychologique, qui est acceptée, si je ne me trompe pas, en appel, il trouve un cours lui-même. Puis il commence à suivre un cours qui va l'aider à son employabilité. Il aime son cours. C'est un cours au cégep. Et là, un de ses compatriotes lui dit, écoute, ça donne à rien de suivre un cours parce que les entreprises qui vont t'embaucher avec ta formation, c'est dans le secteur public, ce sont des municipalités, puis les municipalités font tous des tests d'embauche physiques et au niveau de l'évaluation de votre dossier. Et il embauche personne s'ils ont déjà un handicap ou un accident de travail. Alors, Ali, sans consulter personne, nous explique à moi et Camille qu'il a lâché son cours. Il a abandonné l'issue qui était pour l'aider à s'en sortir. Et là, moi, je réagis comme avocat qu'on n'est pas censé faire. Puis j'ai dit, bien voyons donc, il y a la charte. Hein? Les étudiants en droit ici connaissent ça, l'égalité et tout ça.
Et là, il dit, mais lui, non, ça ne marchera pas comme ça. Alors, est-ce qu'il a raison d'avoir abandonné son cours et que ça ne donnera rien? Premièrement, le coût de la réadaptation est assumé par la commission. Ça, c'est la loi. Dans la mise en œuvre d'un plan individualisé de réadaptation, la commission assume le coût de la solution appropriée, la plus économique. Alors, la réponse à la question qui vous a été posée ce matin, qu'est-ce que veut dire approprié? Alors, pour un gars avec un doctorat qui a 35 ans, est-ce que c'est approprié de dire qu'il peut être agent au téléphone pour un centre d'appel? Ou est-ce qu'on peut faire mieux avec ces gens-là? Et on a un étudiant qui fait de la recherche juridique là-dessus actuellement. Mais les pratiques courantes, pendant que Ali, après que j'ai interviewé Ali, peut-être quelques mois plus tard, quelques semaines même, un scandale au Québec, le Journal de Québec et l'Université Laval, questionnaire d'embauche très intrusif à l'Université Laval. Et là, je ne vous lis pas tout ceci, mais essentiellement le questionnaire qui est sur le prochain diapo est très, très, très invasif. C'est produit par Médicis et ça pose des questions. Avez-vous déjà été absent de l'école où tu travailles pour plus de 2 mois? Recevez-vous actuellement des traitements médicaux? Avez-vous déjà des blessures? Est-ce que vous avez déjà eu une réclamation à CSST? Si oui, passez à page 2. Alors, c'est illégal complètement. L'article 18.1 de la Charte interdit ce genre de questions, mais le questionnaire est appliqué. La Commission des droits, qui était nos partenaires de recherche, était présente dans l'article du journal pour dire que c'était illégal. Alors, c'est clair que c'est illégal et c'est clair que c'est très, très, très répandu. Et les articles, ce qu'on a découvert par la suite, pas moi, mais dans les journaux, c'est que tout le secteur d'éducation, tout le secteur de santé, tout le secteur municipal utilisent ces questionnaires-là pour trier et exclure les gens. À quoi ça sert? Là, on a fait une recherche juridique. Quelle est l'utilité? Ça, c'est l'ancien horaire? Non, tu es sur du temps emprunté. OK. Alors, on va vite, là. Quelle est l'utilité des questionnaires? Alors là, ce que j'ai trouvé, on a regardé où est-ce qu'on mentionne ces questionnaires. Dans les articles dans la loi sur les accidents de travail, le financement du régime, on peut externaliser le coût d'indemnisation en utilisant les réponses à ces questionnaires. On peut dire que le travailleur était négligent pour avoir accepté un emploi. C'est l'article 27. Et là, si jamais il y a un accident, il n'est même pas couvert par la loi. Et la jurisprudence que je vais sauter permet de dire qu'on peut congédier un travailleur qui a menti. Là où je veux aller pour les 2-3 diapos de conclusion, j'ai fait aussi des entrevues de groupe avec des informateurs clés, avec un groupe de 8 personnes qui représentent les travailleurs non syndiqués. Et il y avait au moins 200 ans d'expérience dans le groupe. C'était des gens avec des cheveux blancs comme moi. Et ils nous expliquent les consignes de la part de certains conseillers en réadaptation: ne dévoilez pas votre lésion professionnelle. Lorsque les gens sont envoyés pour avoir que ce soit des orienteurs ou des conseillers à l'interne, ils disent que si le travailleur dit qu'il a déjà eu un accident de travail, c'est parce qu'il ne veut pas vraiment trouver de job. Alors, on reproche aux travailleurs de dire la vérité. S'ils ne mentent pas, ils ne sont pas embauchés. S'ils mentent, ils seront congédiés. Puis la jurisprudence qu'on vient de voir, que j'ai sautée, ça nous dit ça. Et personne dans ma gang, dans mon groupe, a soulevé la charte des droits et libertés de la personne. Personne ne l'avait utilisée pour un non-syndiqué dans toutes ces 200 ans d'expérience. En Ontario, j'ai interviewé un informateur clé en droit de la personne qui m'a dit, en réaction au questionnaire dont je viens de vous parler, en anglais, il dit we would come down like a ton of bricks on that kind of thing and we don't see them very often. On voit pas ça au tribunal en droit de la personne en Ontario. Lorsqu'on le voit, on va vraiment donner des dommages de 15 à 25 000 $ avec des conséquences économiques, toute la rétroaction du salaire si la personne n'est pas embauchée. Alors, il y a vraiment 2 poids, 2 mesures entre Québec et l'Ontario sur l'effectivité de la charte. Et je conclus que notre système québécois rend la discrimination basée sur le handicap rentable. Et on peut vraiment faire ce qu'on appelle en anglais « the business case for discrimination » au Québec, alors que ce n'est pas mon impression en Ontario. Et là, j'arrête.